L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 18h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va monter sur les toits de l'agglomération pour produire de l'énergie. Et par les festivals avec Jazz à Vienne et le festival de la bande dessinée de Grenoble. Et pour parler de ces sujets, je reçois Benjamin Tanguy, le directeur artistique du festival Jazz à Vienne. Bienvenue. Merci, bonjour. En face de vous, Michel Jans, patron des éditions Mosquito et organisateur du festival de la bande dessinée de Grenoble. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avec un jeune auteur de bande dessinée, Émile Berthier. Bonjour. Bonjour. Émile qui sera présent sur ce salon avec une bande détournée. Vous nous expliquerez le concept dans quelques minutes. Et puis, dernière invitée de cette émission, Fabienne Marès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente d'Énergie Citoyenne, une structure qui ambitionne de produire de l'énergie renouvelable sur notre agglomération. C'est plus qu'un collectif, hein, c'est vraiment une société, une entreprise créée par des habitants de la région grenobloise. Exactement, oui. C'est une entreprise, donc une SAS, qui a été créée en 2016. Par des habitants et en collaboration avec des structures locales, comme l'Agence locale de l'énergie et du climat, comme Enercop Rhône-Alpes, mais aussi en fait avec des collectivités territoriales, la métropole par exemple. Et on n'ambitionne pas, on produit déjà en fait de l'électricité depuis la fin 2017. Donc on a déjà une douzaine de toitures en production. Bon, l'ambition, c'est effectivement de développer cette production qui, pour l'instant, est émergente. Vous avez déjà donc quelques installations qui fonctionnent. On a des images de ces toits solaires. Comment ça marche concrètement ? Le principe en fait de fonctionnement de l'entreprise est assez simple, hein. Donc l'idée c'est de se dire que nous, en tant qu'habitants, on a peut-être de l'épargne en fait qui est sur un compte quelque part. On ne sait pas trop en fait ce que ça finance. Ben là, on peut acheter des parts d'énergie citoyenne. Donc une part vaut 100 euros. Cette part, donc, elle va être bloquée pendant 5 ans. Elle n'est pas perdue, hein, ce n'est pas un don. On a acheté une part qu'on va pouvoir récupérer plus tard. Et la société Énergie Citoyenne va donc installer des toitures, installer et gérer ces toitures pendant 20 ans, puisque pendant 20 ans, on va produire de l'électricité qu'on va revendre sur le réseau. Hein. Donc là, il y a des contrats, en fait, voilà, tout à fait banal, en fait, puisque c'est très légal, tout est bien encadré, on va dire. Hein. Et donc, voilà, c'est ce principe. Donc, et puis, pour nous, l'idée, c'est pas uniquement de produire de l'électricité, mais aussi, en fait, puisque cette année, on se diversifie aussi, de produire de la chaleur. Donc on parle beaucoup de nos toits, mais c'est vrai que là, on va aussi investir dans des réseaux de chaleur bois et on va avoir la première ville de l'Isère qui va être complètement chauffée grâce à un réseau de chaleur bois, qui est en Chartreuse, pour la citer. Qui est en Chartreuse. Ville, je dirais village, mais il faut bien démarrer. Voilà. Premier village de l'Isère, mais on a Sassenage, 2 quartiers de Sassenage en fait vont être équipés aussi de réseaux de chaleur bois donc, à la fin de l'année. Pour participer à cette initiative, on n'a pas besoin d'avoir forcément sa maison personnelle avec son toit. On peut, même si on n'a aucune surface, participer, cotiser et faire partie de l'aventure. Voilà, c'est même le principe. Le principe, c'est de se dire, effectivement, on n'a pas forcément de toit, on n'en a pas, on n'a pas non plus beaucoup d'argent, ou alors on a un toit magnifique, mais de toute façon, on n'a pas non plus en fait les moyens de l'équiper soi-même, parce que là, on parle quand même de toiture, il faut le préciser, d'une surface assez importante, bien sûr. Donc là, cette année, c'est minimum 250 mètres carrés, et ça va jusqu'à 650 mètres carrés de panneaux solaires, d'accord ? Donc c'est vraiment des grosses toitures qui vont vraiment demander des moyens. Et là, on se regroupe, et grâce à notre épargne, et grâce au fait aussi qu'on est une entreprise et qu'on est soutenu par des collectivités territoriales et par des entreprises en fait, du domaine de l'énergie, comme Enercop Rhône-Alpes, eh bien, on est capable d'aller investir, d'aller emprunter, puisque nous, cette levée de fonds que nous faisons là, de 100 000 euros, elle va en fait être démultipliée par la force de l'emprunt. 100 000 euros, ça va nous permettre d'investir en fait 500 000 euros sur le territoire.
Oui, parce que vous lancez ce mercredi une collecte pour développer énergie citoyenne. Je crois qu'il y a 1000 panneaux solaires qui sont en prévision. L'installation, oui. Vous avez déjà identifié les toits qui pourraient les accueillir? On a déjà 5 toitures en fait, qui sont, dont les installations sont prévues entre juillet et décembre 2019. Demain, on va en parler plus longuement à la Belle Électrique, donc mercredi 12 à 18h30 à la Belle Électrique. Effectivement, ça va représenter 1000 panneaux solaires. Hein, ça sera l'équivalent en fait de la place Victor Hugo que vous couvririez en fait de panneaux. Et une toiture emblématique, c'est la Belle Électrique. D'accord. Donc la Belle Électrique. Alors voilà, la Belle Électrique, la salle de spectacle, nous allons couvrir en fait ces différents toits terrasses de panneaux solaires. Et après, ce sont 2 autres bâtiments techniques moins connus en fait des Grenoblois, donc à Grenoble, mais aussi la Maison des Sports à La Tronche, et puis une école, l'école Paul Vaillant-Couturier à Échirolles. Voilà, donc ça va être les 5 toitures. Et puis donc nos 3 réseaux de chaleur en fait dont on parlera aussi. À Sassenage et en Chartreuse. L'agglomération, dans quelques années, une agglomération comme Grenoble, pourrait être autonome dans la production d'énergie ou c'est utopique? On voit de plus en plus des panneaux solaires poussés un petit peu partout dans les villes. Alors déjà, pour être autonome, il faudrait en fait déjà travailler sur les économies d'énergie. Parce qu'il faudrait le premier travail qu'on a à faire, voilà, le premier travail qu'on a à faire, et on le voit très bien d'ailleurs sur le site de la métropole, hein, puisque le schéma directeur de l'énergie donc a été publié et disponible en ligne sur le site internet de la métropole. On voit que le gros travail, il est vraiment sur la partie consommation énergétique. Et après, on ne parle pas du tout d'autonomie énergétique. En fait, aujourd'hui, on parle en fait de pouvoir utiliser nos propres ressources locales déjà, effectivement, pour produire de l'énergie renouvelable. D'accord ? Donc, au niveau énergie renouvelable, on a un potentiel énorme localement. Et on a aussi, en fait, de l'épargne, un gisement d'épargne, en fait, assez impressionnant, qui aujourd'hui dort, en fait, ou peut-être est utilisé, mais pour des choses qui ne concernent pas ni le local, ni même éventuellement des investissements faits dans notre pays en France. Hein. Par exemple, si on parle des livrets de développement durable, eh bien malheureusement, il y a un maximum de 10% de ces montants qui sont utilisés pour du développement durable. Vous engagez un taux, puisque vous parlez d'épargne, un pourcentage de retour pour ceux qui vont investir dans... Alors, on s'engage à ce que ça ne soit pas un taux très élevé. Hein. Ça ne dépassera pas en fait les 3% de rendement. On n'est pas du tout dans des investissements spéculatifs. Voilà. Donc ça, c'est notre taux maximum. Mais après, en fait, on espère pouvoir au moins atteindre en fait les 1%, qui sera quand même plus en fait que le livret A. Tout ça va se discuter en fait également avec les associés, puisque chaque personne qui prend des parts se retrouve de fait prenant part à la gouvernance de notre entreprise, hein, puisque donc une personne, une voix, quel que soit le montant investi, on a sa voix au chapitre. Et pour l'instant, on n'a pas encore eu de discussion ni de décision prise sur le partage des résultats, puisque là, l'année 2018, voilà, l'année 2018, c'est la première où on est bénéficiaire, donc c'est notre première année de production, deuxième exercice, mais c'est la première où on est bénéficiaire, mais pas de quoi en fait distribuer encore des dividendes. Donc voilà, ces discussions. Mais l'idée, c'est bien ça, de rétribuer les habitants, voilà, par l'effort qu'ils font en mettant cette épargne sur nos toitures ou dans nos réseaux de chaleur. Voilà. Vous parliez de la métropole qui est partie prenante du projet. Oui, elle a lancé il y a quelques jours une application Métro Soleil qui permet de mesurer le potentiel solaire de nos habitations hein, sur l'agglomération. Oui, très intéressant. Nous, on est partenaires, on va avoir un accès privilégié en fait à cette application. Et ce qui est important, effectivement, c'est que les gens vont pouvoir se rendre compte du potentiel solaire, solaire photovoltaïque, mais pas que. Il y a aussi du solaire thermique, en fait, hein, chauffer l'eau. Dont il est question, voilà. Et après, décider, en fait, de s'équiper eux-mêmes ou, si on parle de copropriété, se dire, eh bien, là, on a vraiment un super potentiel. Ça représente des sommes quand même impressionnantes. Et si on se tournait vers énergie citoyenne, puisque là, effectivement, on voit arriver les copropriétés. Mais pas que les copropriétés. D'ailleurs, les entreprises aussi sont en train de nous contacter parce qu'elles ont voilà, des grosses toitures, mais pas forcément... ça ne fait pas partie de leur activité, on va dire. Oui, de savoir-faire. Voilà, et même après, de gérer pendant 20 ans. Il va falloir... Nous, on maintient en fait aussi cette toiture pendant 20 ans, d'accord. Donc du coup, on est vraiment un outil au service du territoire, que ce soit des collectivités, que ce soit des habitants, que ce soit des entreprises. Ça s'appelle énergie citoyenne. Rendez-vous pour ceux qui ont un petit peu d'épargne à mettre dans une bonne action ce mercredi 12 juin à la Belle Électrique pour
une opération, on va dire, de lancement de cette période de collecte de fonds. Et puis j'espère que la petite entreprise va grossir petit à petit et que la production va également augmenter pendant les prochaines années. Pour produire de l'énergie solaire, il faut du soleil. C'est quand même mieux, hein, même si avec l'hiver, ça fonctionne quand même un petit peu. J'imagine que c'est la même chose pour avoir une édition de Jazz à Vienne réussie, Benjamin Tanguy. Hein. Ça en fait partie, oui. C'est un des ingrédients, puisque ce festival se déroule en grande partie en plein air. La prochaine édition débutera le 28 juin. Vous êtes inquiet d'ailleurs par rapport à la météo? Quand on est organisateur, on regarde, on commence à se projeter. On commence à regarder, mais après, je vous avoue qu'après, on est vraiment là en mode préparation, administration, production, logistique. Et la météo, on sait que ça change beaucoup. On a eu la chance l'année dernière d'avoir eu 15 jours de beau temps. Donc on espère avoir le même beau temps parce que c'est vrai que ça participe à l'ambiance de ce festival. C'est un festival estival qui se déroule beaucoup en extérieur. Donc on croise les doigts. Encore un petit peu de temps, puis peut-être que toute la pluie tombe début juin et que finalement... Exactement. Non, mais c'est prévu ça, tout le début de l'été sera radieux. C'est la 39e édition, symbolisée par une affiche qui est toujours très attendue, l'affiche de Jazz à Vienne. Depuis 2 ans, vous faites appel à des dessinateurs de BD. Hein. C'est ça, c'est-à-dire que pendant 30 ans, on a travaillé avec un illustrateur qui s'appelle Bruno Terry. Et il y a 2 ans, on a eu cette envie de changement, d'évolution, avec... cette envie de se rapprocher d'un autre univers graphique, qui est la bande dessinée. Et on s'est tourné vers le festival majeur en France, en tout cas, qui est le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Et on est sur une co-direction artistique, donc sur le choix du dessinateur. L'année dernière, c'était un dessinateur qui s'appelait Bruno. Et cette année, on est avec un très grand nom de la bande dessinée, qui est Jacques Deloustal, qui a beaucoup travaillé aussi sur l'univers du jazz, notamment sur une bande dessinée qui est restée quand même assez connue, qui s'appelle Barney et la note bleue. Et donc, il a signé ce visuel qui est, si les gens connaissent un peu le Jazz à Vienne, reconnaissent les couleurs un peu crépusculaires qu'on peut retrouver peut-être au coucher du soleil, avec ces couleurs-là, avec ce coucher de soleil. Il y a des palmiers aussi à Vienne? Alors, il y a quelques petits éléments qui ne sont pas obligatoirement en référence à Vienne, mais qui sont plutôt un clin d'œil en fait, à un des fils rouges de cette édition, que sont les Caraïbes, puisqu'on avait envie de valoriser, de mettre en avant toute la richesse culturelle de ces terres qui ont créé de nombreux styles musicaux et aussi un peu une dimension un peu politique, parce que certains musiciens de jazz qui viennent notamment des Antilles françaises ne sont pas autant valorisés que certains musiciens de jazz internationaux. Donc c'était une façon pour nous de rendre hommage à cette grande terre de musique. Est-ce que le thème de l'édition célébrera les chants des luttes et des mouvements de contestation? Vous aviez choisi ce thème avant le mouvement des Gilets jaunes? Oui, tout à fait, parce qu'en fait... Vous aviez senti l'air du temps. On l'a senti, c'est vrai que c'est en lien très fort avec le contexte social actuel. Mais je crois que c'est aussi, en fait... les chants et les voix de lutte, c'est des thèmes qui sont récurrents dans les musiques jazz et puis même dans les musiques afro-américaines et qu'on retrouve évidemment dans le berceau et la création de cette musique-là. Et puis c'est le travail d'un artiste qui s'appelle Rossé, qui a travaillé justement sur les chants et voix de lutte, où il a été cherché à la fois dans les Caraïbes, dans le Maghreb, même en Afrique centrale, et il a été, même en France, chercher des chants comme ça. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée d'une création qui ouvrira cette édition d'ailleurs. Et puis donc les 2 fils rouges de cette édition, c'est justement les chants et les voix de lutte, et puis les Caraïbes. Et puis évidemment, on retrouvera les grands noms de cette musique, hein, les Bobby McFerrin, les Manu Dibango, les Thomas Dutronc, les Diana Krall, Kassav pour les Caraïbes, Calypso Rose, Charlie Winston, IBI. Après, c'est très difficile de vous citer l'ensemble. Il y en a beaucoup des artistes. Il y a 250 groupes pendant ces 16 jours du festival, et ce qui fait la force, c'est l'étendue de cette programmation, avec plein de choses pluridisciplinaires et les croisements avec différentes formes d'art, comme par exemple la BD. Alors c'est un des plus gros festivals en France, c'est le plus important en Isère, dans notre département.
222 000 spectateurs comptabilisés l'an dernier. Donc 82 000 entrées dans le cœur, on va dire, du festival. C'est le Théâtre Antique qui accueille les plus gros concerts chaque soir. C'est le lieu magique, c'est vrai, on parlait à l'instant tout à l'heure du Cocher du Soleil, c'est cette acoustique incroyable, c'est cette capacité à 7500 places, ce qui est vraiment beaucoup pour le jazz. Et les plus grands noms de cette scène sont passés sur cette scène, notamment les James Bond, les Seun Kuti, les Stevie Wonder, les Pharrell Williams, les Ella Fitzgerald. Et puis c'est cette scène-là qui continue d'accueillir les grands noms de cette musique-là, du jazz et des musiques cousines. Et je pense que beaucoup d'autres festivals nous envient ce lieu-là, mais c'est un vrai défi chaque année de choisir des artistes qui vont du coup remplir ce lieu, puisque c'est la seule scène payante du festival, donc c'est la seule scène aussi soumise à rentabilité, puisque on a la chance, et c'est peut-être une force, d'être autofinancé à 80%. Donc la billetterie de ce Théâtre Antique est très importante pour offrir justement l'ensemble des projets qui sont en accès libre au festival. Alors vous parliez des têtes d'affiche qui sont importantes dans un festival, mais Jazz à Vienne développe aussi ses propres créations. Ça fait partie de la spécificité de l'événement. Je pense aussi le nouvel axe qu'on a envie de développer pour les années à venir, c'est-à-dire de aussi se différencier des autres programmations, parce qu'on sait très bien qu'il y a de plus en plus de festivals, il y a de plus en plus de tournées d'artistes qui tournent on retrouve les mêmes un peu partout, en automne, en hiver, qui sont là aussi au printemps. Et donc du coup, pour surprendre les festivaliers, c'est aussi de choisir des croisements avec d'autres disciplines artistiques et puis des rencontres un peu exceptionnelles. Et c'est ce qu'on a voulu initier cette année, en lien avec cette thématique justement des voix et des chants de lutte, avec cette création qui est emmenée par Raphaël Lemonnier, avec les deux chanteuses Camille et Sandra Nkake. C'est un répertoire qu'on a monté de A à Z, ça fait 3 ans qu'on travaille dessus. Là on voit quelques images, c'était en studio de répétition il y a quelques jours, et le répertoire on l'a créé de A à Z. Il y a une création lumière, il y a une chorégraphe qui travaille sur une mise en espace, mise en lumière, et je peux vous dire que du coup on a mis du temps, on a mis de l'énergie, et qu'on a vraiment hâte de voir ce projet se réaliser et de voir aussi les premières réactions du public, parce que nous on a suivi le projet, on sait maintenant ce que ça va être. Il y a encore une semaine de répétition avant le spectacle du 28 juin, mais ça va être assez puissant, assez magique, et je crois qu'une création comme ça est nécessaire actuellement dans tous les questionnements qu'on a par rapport à l'identité, par rapport à justement la place des populations noires, même en France, le lien aussi avec les Caraïbes et tout ça, donc la créolisation. Donc voilà, c'est un projet très important et très fort, et qu'on va accueillir du coup le 28 juin. Voilà, ce sera le spectacle d'ouverture du festival au Théâtre Antique. C'est le cœur du festival, mais ce n'est pas le seul lieu à Vienne qui vit pendant 3 semaines au rythme de la musique. Non, c'est vrai que ce lieu, le Théâtre Antique, est maintenant un lieu très identifié, mais on a ce cœur du festival qui s'appelle le Jardin de Cybèle. On a une programmation à partir de midi jusqu'à minuit, avec une programmation à la fois de nouveaux talents, de la scène régionale aussi qui est très valorisée, beaucoup de choses aussi en direction du jeune public. Et puis plein de projets à droite à gauche, des croisements avec la danse, avec la bande dessinée, avec la littérature. Il y a aussi une académie où on accueille des stages pour les jeunes musiciens, pour qu'ils perfectionnent leur pratique musicale, des projets itinérants aussi qui ont lieu un peu partout dans les différentes communes de l'agglomération. En fait, c'est une grande fête du jazz pendant 16 jours où on ne dort pas, et on propose différents projets pour un peu tous les publics, et pour défendre cette musique-là qu'on considère comme une musique très vivante et très actuelle. Parmi les têtes d'affiche que vous citiez, il y aura Ben Harper qui sera en concert le 1er juillet. Vous savez s'il va jouer debout ou assis ? Alors, il alterne, et c'est un artiste qu'on apprécie beaucoup et qui avait adoré sa venue à Jazz à Vienne, puisque... Ça, il était venu en 2000. Ça, c'est les images de 2013 où il était resté assis pour jouer de la guitare. C'est assez original. Il s'était levé à un certain moment, justement, j'allais vous parler d'un souvenir où il s'est levé, il a testé l'acoustique du Théâtre Antique, et il n'avait pas vu en fait le Théâtre Antique avant de monter sur scène, parce qu'il est arrivé 5 minutes avant de monter sur scène, et c'était un moment absolument génial.
Et là, en fait, pour cet été, tout le monde voulait Ben Harper et il a choisi que très peu de dates. Il a choisi le Théâtre Antique et il avait tellement adoré qu'à la fin du concert, il était resté dans sa loge et 1h30 après la fin de son concert, il était sorti dans la rue. Il avait joué pendant une demi-heure pour une vingtaine de personnes qui étaient restées l'attendre en acoustique comme ça. Donc c'était un très très grand moment. Un bœuf inespéré avec Voilà. Ben Harper. Voilà, ce sera l'une des têtes d'affiche le 1er juillet. Vous parliez de Manu Dibango, 85 ans. Comme quoi la musique et le jazz, ça conserve. Il est venu souvent à Vienne, mais il a encore beaucoup d'énergie. C'est un musicien assez incroyable. Et là, c'est un projet un peu fou. Il y aura pratiquement 80 musiciens sur scène puisque c'est un projet symphonique avec l'Orchestre National de Lyon. Et lui aussi, il est vraiment sur la transmission. Il avait envie aussi d'une rencontre un peu exceptionnelle avec deux artistes féminines que sont Flavia Coelho, qui est une artiste franco-brésilienne, et la nouvelle génération du jazz africain, Manu Gallo, qui nous vient de Côte d'Ivoire et qui vient de collaborer avec Bootsy Collins. Donc lui aussi, il a envie de mettre en avant, comme faisait d'ailleurs Miles Davis quand il a propulsé un artiste comme Marcus Miller il y a quelques années. Merci pour cette présentation, Benjamin, et puis bon courage donc pour Merci. la durée du festival. Michel, les passerelles entre la BD et la musique, il y en a assez souvent, oui, ces deux univers qui se côtoient. Oui, ce sont deux univers qui sont très proches. Il y a beaucoup de dessinateurs aussi qui jouent eux-mêmes de la musique. Je pense à Maël, je pense à beaucoup d'autres. Il y a l'époque de Franck Margerin aussi, toute cette Oui, bande. il y avait Franck Margerin. Il y a quelques années, Paolo Serpieri et Lele Vianello ont fait un bœuf le soir au restaurant. Donc il y a des passerelles continues entre les deux formes d'expression. Alors vous, votre job, c'est la BD. Vous êtes éditeur de bande dessinée, les éditions Mosquito, basées à Saint-Égrève. Et vous organisez chaque année le festival de la BD de Grenoble. Pas aussi vieux que celui que Jazz à Vienne, mais pas loin. C'est la 29e édition. Ça sera la 29e édition. Donc c'est un vrai défi et que l'on peut tenir grâce aux bénévoles, grâce au soutien que nous avons, que ce soit la ville ou le département ou les libraires. Alors ça se passe à Place Saint-André, l'ancien palais de justice. On voit là les images de l'édition précédente. Vous avez plus de 25 auteurs invités cette année. Voilà, en général, on tourne entre 20 et 30 auteurs invités. On sera plus près de la trentaine. Et donc, comme toujours, on a mis l'accent sur la bande dessinée étrangère, c'est-à-dire que nous avons un invité d'honneur italien, Stefano Casini, puis un auteur mexicain, Tony Sandoval, une dessinatrice qui vit en Allemagne, Laura Zuccheri. Enfin, donc, cet aspect-là me paraît toujours intéressant. Et on essaye de joindre à ces auteurs étrangers bien connus dans leur pays. On essaye aussi de promouvoir la scène régionale, les gens qui sont ici, les auteurs qui habitent à Grenoble, puisque Grenoble est une ville au niveau de la bande dessinée qui est très active et depuis très longtemps. Alors, parmi justement les auteurs locaux, il y aura Nicolas Julot qui dessine la Chartreuse depuis plusieurs années. Oui, alors Nicolas Julot, c'est quelque chose de tout nouveau, puisqu'il a commencé il y a 2 ans avec un album, Le Trésor Chartreuse, qui a été aidé par le parc de Chartreuse. Donc c'est un partenariat avec le parc, avec la région. Et devant le succès de ce bouquin, nous en avons fait un second, donc Menace en Chartreuse. Et actuellement, il travaille sur un 3e qui se passera toujours en Chartreuse, mais cette fois du côté de Saint-Laurent-du-Pont et pendant la période de la Résistance. Et donc, c'est de la bande dessinée jeunesse. Il nous paraît important de continuer à avoir ce rapport avec le jeune public, de le former, de l'accompagner. Et en l'occurrence, il y aura aussi, comme sur les précédents livres, une postface faite par Tal Brutmann, qui est un historien qui est spécialisé sur la Shoah, qui va un petit peu repréciser un petit peu toutes ces choses-là. Et donc, on espère ainsi faire passer un témoignage aux nouvelles générations.
Alors, parmi les autres auteurs locaux présents, un petit clin d'œil à Hervé Kuhn qu'on a eu le plaisir d'accueillir dans cette émission. Ces deux personnages sont des marmottes, Séraphine et Églantine. D'ailleurs, elles nous invitent à aller au festival ce week-end, le 15 et 16 juin. Hervé Kuhn qui vient de sortir le 4e opus, je crois, de ses aventures d'Églantine et Séraphin. Ça s'appelle Ma vie de marmotte, sur des petites scénettes en 6 cases, avec évidemment beaucoup d'humour. Alors c'est pas chez vous, c'est aux éditions Boule de Neige, qui est une maison d'édition voisine, Oui, savoyarde. Ce qui nous paraît intéressant aussi, c'est de montrer qu'il y a, sur la scène grenobloise, je disais, qui est très vivante et régionale, il y a beaucoup de petites maisons d'édition, comme Jargil du côté de Saint-Étienne, comme Boule de Neige à Chambéry, donc comme nous à Saint-Égrève, qui produisons de la bande dessinée à l'abri des grandes structures du type Glénat, mais ça a le mérite d'exister et de continuer, d'avoir son public. Oui, je voulais juste dire que parmi les auteurs bien connus, il y aura Pierre Tranchant, c'est celui qui a mis la série Les Profs, qui a eu un grand succès puisque ça a même été adapté au cinéma, qui sera là, qui nous fait l'amitié de venir à Grenoble. Pendant le week-end, puis vous parliez de Glénat, vous aviez accueilli Zep lors de précédentes éditions, qui est l'une des têtes d'affiche de la maison Glénat, qui reste une maison grenobloise d'origine. Alors, un de ces auteurs est avec nous, Émile Berthier. Vous serez donc samedi et dimanche ancien palais de justice pour présenter une BD, mais c'est pas une bande dessinée, c'est une bande détournée. Je l'ai là. C'est quoi le principe d'une bande détournée ? Alors c'est quand même une bande dessinée, c'est une bande dessinée détournée, on peut dire. BDD. Une BDD, voilà. Donc le principe, c'est le détournement. Je ne sais pas s'il y a des gens pour lesquels la référence du grand détournement parle, qui est un peu la référence la plus connue. C'est un film qui avait été fait par Hazanavicius en 93, je crois, en récupérant des rushs de vieux films américains qui avaient été prêtés par la Warner à ce moment-là. Donc rushs qui ont été remontés dans un sens complètement différent, remélangés, et tous les doublages avaient été refaits. Donc nous, c'est vraiment un peu la référence de base en ce qui concerne le détournement. Et donc on a, grosso modo, adapté cette idée-là à la BD, à la bande dessinée, en récupérant donc nous des vieux comics américains, libres de droit, des années 40 à 60, à un moment qui s'appelle le Golden Age du comic. Et donc on récupère ces vieilles planches, on les réassemble, on refait en fait un montage à la manière d'un film. On découpe les vignettes qui nous intéressent, on recrée une structure narrative, une trame narrative avec tout ça. Et évidemment, on réécrit tous les dialogues pour recréer une histoire qui n'a donc plus rien à voir avec celle originale. Alors votre histoire, elle ne se passe pas dans les années 50, contrairement aux comics qui ont servi d'origine, mais plutôt dans le futur. Je vous propose de découvrir une sorte de bande-annonce qui nous plonge dans cette ambiance. 2087. Sur Terre, les robots ont remplacé tous les travailleurs. Le taux de chômage galactique atteint les 99%. Alors que les réformes de flexi-sécurité s'étendent jusqu'aux confins de l'Empire, seules quelques planètes primitives proposent encore des offres d'emploi. Dans cet univers précarisé, une équipe de héros cherche sans relâche du travail. Pôle l'emploi et son équipe de chômeurs du futur vont sillonner l'espace-temps à la recherche d'un poste à pourvoir. À leur trousse, les agents du docteur Chomax guettent le moindre faux pas pour les radier de la galaxie et leur couper les allocs. Ils sont performants. Ils sont flexibles. Chef, oui, chef. Ils sont ubérisés. Salut Hubert, coucou Hubert. Hubert. Et ils sont prêts à tout pour décrocher un CDI. Ah bah... Oh non, on avait dit que... Bon, 2087-2019, même combat en fait. Les choses n'ont pas beaucoup évolué. Exactement, voilà, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on on met des robots partout pour tout faire à notre place tout le temps. Et puis il faut quand même qu'on se batte pour obtenir 35 heures de travail hebdomadaire, sans quoi on n'a plus accès à la nourriture, au logement, etc. Alors évidemment, pour les besoins de la narration, on a poussé un peu le curseur plus loin. Donc voilà, on est en 2346, la galaxie est entièrement ubérisée, donc. Et on a un taux de chômage à 99%. Et les demandeurs d'emploi doivent s'expatrier, émigrer jusqu'aux confins de la galaxie pour trouver des planètes qui ne sont pas encore trop civilisées, dans lesquelles le travail est encore fait à la main.
Et donc Planète, où ils vont avoir peut-être une chance de trouver un boulot. Et alors le problème que ça pose aussi, c'est qu'évidemment tout ça coûte un pognon de dingue, comme dirait l'autre. Et donc le fameux docteur Chomax a trouvé une solution miraculeuse qui consiste à surgeler les demandeurs d'emploi longue durée. Donc pour ne plus avoir à payer les fameuses allocations sociales. Bon, vous voyez, on comprend en quelques phrases l'univers que vous voulez créer autour de cette bande détournée. Pôle emploi et les 4 Hubert, c'est la première BD d'une série qui s'appelle les chômeurs du futur. Donc il y aura d'autres exemplaires, d'autres numéros. Vous l'avez réalisé avec Yann Girard, hein, qui est le co-auteur de cette BD. Vous l'avez lancé d'ailleurs avec vos propres moyens, par une souscription sur Internet. Oui, voilà. En fait, on a commencé ce projet il y a maintenant 2 ou 3 ans, le projet Bande détournée. À l'époque, on a vraiment commencé en faisant des détournements courts, en réagissant à chaud sur des thèmes d'actualité, vraiment voilà, d'actualité brûlante d'une journée, du jour. Et puis, ça a commencé à prendre un peu, on a fait un petit fanzine, et puis on s'est dit, en fait, au final, pourquoi pas faire une vraie bande dessinée, un format identifié, une vraie aventure classique. Puis il y avait un peu le challenge de faire ce long format. Et donc, on a lancé un crowdfunding en septembre dernier, ou juillet, je ne sais plus, il n'y a pas très longtemps, qui a bien marché et qui nous a permis de récolter les fonds pour éditer la BD. Et voilà, elle est sortie il y a quelques jours pour l'emploi, c'est les 4 Hubert. On pourra l'acheter et la dédicacer donc samedi et dimanche à l'ancien palais de justice dans le cadre du festival de la BD. En tout cas, c'est une bonne idée. On suivra avec attention les tomes suivants. Vous êtes loin d'être au chômage si vous exploitez le créneau jusqu'au bout. Merci Fabienne et Benjamin d'être venus également nous parler de vos actualités. On se retrouve demain, même heure, même endroit, avec d'autres invités. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.